franchement, regardez pas les Anneaux de pouvoir, jouez plutôt aux jeux vidéo ou voilà. Ne buvez pas, laissez-nous l'alcool, on en aura besoin pour le visionnage. Est-ce qu'on commence comme ça, voilà, regardez plutôt le jeu de rôle L'Anneau Unique. Ah oui, si vous voulez une introduction à l'univers de Tolkien, L'Anneau Unique est une bien meilleure introduction. Que oui. Tu avais une très belle formulation vis-à-vis de L'Anneau Unique. Pour moi, en fait, c'est une très belle invitation pour ceux qui n'ont pas eu le courage de lire du Tolkien, parce que c'est vrai que c'est quand même un sacré morceau à se farcir. Mais si vous avez envie d'aller vers l'univers du Seigneur des Anneaux, du Hobbit et tout ça, L'Anneau Unique, effectivement, est une très belle adaptation qui a su creuser assez loin dans l'univers créé par Tolkien, très respectueuse de l'œuvre littéraire, et du coup qui fait une très bonne porte d'entrée pour entrer tout en douceur et après avoir l'envie et le bagage nécessaire pour lire Tolkien. Je suis avec Thibaut Tournery et bonjour, et Salomé Neuvière et bonjour du Manoir du Crime qui sont forcément extrêmement impliqués dans l'univers du jeu de rôle. Et on voulait parler des adaptations. On en a déjà parlé effectivement sur des grosses licences. Star Wars, Le Seigneur des Anneaux et Alien, mais c'est pas les seules adaptations. On a retrouvé plein d'autres choses. Oula, oui. beaucoup d'adaptations. Il y a des trucs sympas, étonnants. Oui. Des fois même qu'il y en a qui vont préférer l'adaptation en jeu de rôle que l'œuvre dont c'est adapté, parce que c'est les goûts et les couleurs, hein, tout simplement. Il y a des choses qui fonctionnent potentiellement mieux en jeu de rôle, précisément parce qu'on a la possibilité d'interagir avec cet univers-là, et d'autres où on va prolonger de façon très élégante certains aspects des livres, mais des fois c'est un peu plus compliqué que ça. Typiquement, il y a un cas qui est compliqué, et je pense que ça va lancer déjà un joli débat, c'est le cas de The Witcher, qui, pour rappel, est une série de livres qui ensuite ont été adaptés en termes de temporalité en jeux vidéo. On a The Witcher 1, 2, 3 avec les extensions. Il y a eu une série polonaise avant ça, polonaise, mais elle est restée en Pologne. Tu as raison, il y a une série polonaise d'abord, une adaptation jeux vidéo ensuite, et une adaptation Netflix après, et une adaptation jeu de rôle, avec à chaque fois plus ou moins de succès. C'est une licence compliquée. C'est une licence compliquée, le The Witcher. Il y a du très très bon, ce qui récompense les lecteurs des livres, et il y a du beaucoup moins bon qui... Voilà. Comment ça se passe déjà, The Witcher? Est-ce que on parlait sur un précédent épisode de l'Anneau Unique, où je vais pas jouer à Aragorn, je vais plutôt jouer quelqu'un qui peut-être va croiser la route d'Aragorn, du Dunedain, etc. Est-ce que là je joue un Witcher, ou est-ce qu'au contraire je vais plutôt jouer quelqu'un de l'univers? Déjà là, le jeu de rôle est pas très clair sur. Il a pas fait de choix tranché. Il vous laisse la possibilité de jouer des personnages déjà existants comme Geralt, Triss Merigold, enfin les personnages historiques de The Witcher, aussi bien que de créer un tout nouveau personnage, comme c'était le cas dans l'Anneau Unique, tout ça. Donc le jeu ne décide pas de ça à l'avance. Ce qui est déjà un peu confus, puisque évidemment, si on joue Geralt, c'est un personnage qui a déjà une histoire, déjà de l'expérience, donc en fait qui est déjà très avancé dans sa progression. Donc on part clairement pas sur les mêmes bases qu'un personnage qui part de zéro et qui a encore toute son histoire et son évolution en tant que personnage à construire, aussi bien sur les statistiques de jeu que sur sa narration tout simplement. Donc ouais, il y a de ce côté-là, il y a un peu une ambiguïté. Et surtout, si on s'attend à ce qu'on joue forcément des sorceleurs, et pas du tout. Vous pouvez jouer un artisan, et c'est même un des défauts du jeu, c'est que en fait, il vous permet de jouer tellement n'importe quoi qu'en fait, il vous propose aussi de jouer des personnages où on a un peu du mal à voir pourquoi ils partiraient à l'aventure. Oui, c'est un des problèmes de l'adaptation en jeu de rôle. Si t'es forgeron, dans la logique, tu vas passer le plus clair de ton temps dans ton village. À ta forge, ouais. Complètement. C'est plutôt le genre de personnage que tu rencontres en tant que personnage joueur que le personnage lui-même qui décide d'y aller, ou alors c'est vraiment ce qu'on va avoir dans
Les Roues du Temps, qui a été adapté d'une série littéraire, enfin La Roue du Temps, je crois que c'est. Oui, Wheel of Time, la roue du temps, ouais. qui a été adapté du coup sur Amazon Prime, où effectivement, oui, il y a un personnage qui de base est forgeron, mais c'est la personne qui fait que l'aventure démarre n'est pas lui en fait. Ah, mais après, les forgerons ont droit de partir à l'aventure. Tout à fait. C'est comme ceux qui font des chaises en bois. Mais comment dire, ils sont en fait effectivement, comme disait Thibaut, le fait de vouloir plaire à tout le monde, que ce soit d'incarner des personnages déjà existants ou en créer un nouveau, c'est qu'à vouloir trop élargir le public, c'est qu'effectivement on perd en intérêt en fait entre waouh, vous avez la possibilité d'incarner Yennefer, qui est juste une des sorcières les plus puissantes, ou alors un marchand, je sais pas, une marchande de fleurs ou quoi, qui sort de son village pour la première fois. En fait, le combat est très bizarre, en fait. C'est même pas en plus en termes de niveau de difficulté, c'est en termes de niveau d'intérêt, en fait. On pourrait se dire, moi je veux que ce soit un peu plus complexe, alors je vais jouer effectivement un villageois qui sort pour la première fois de son village parce que X ou Y raison. J'invente une histoire, voilà. C'est une marchande de fleurs et elle entend des légendes sur des dryades, elle veut aller dans la forêt de Brocéliande. Pourquoi pas? Mais il n'y a même pas cet intérêt-là, finalement. C'est en termes de difficulté, de pouvoir dire, voilà, moi, je veux pas un truc trop cheaté. Je veux que ma partie soit un petit peu plus complexe et tout, un petit peu plus mise en valeur. Et à côté, on peut avoir son voisin de table qui fait, écoute, moi, j'incarne carrément Geralt. Et moi, j'ai déjà, 50 ans d'expérience. Coucou, je vais t'amener voir tes dryades. T'inquiète, tout va bien se passer. En 2 heures, on est rentré, quoi. Waouh. Ouais. Enfin, c'est ça, en fait. C'est... Comme tu disais Thibaut, c'est bancal en fait comme intention. Donc, et en tant que joueur, c'est vrai qu'on comprend pas trop où est-ce qu'on doit se diriger, quoi. Et qu'en plus de ça, on a un système de jeu qui normalement est censé s'adapter à l'un ou à l'autre principalement, c'est-à-dire que normalement quand je vais avoir mon système de règles de jeu, dans la logique je suis censé avoir un système qui valorise soit des personnages principaux, typiquement la magie puissante. Est-ce que ça sert vraiment de décrire, je sais pas moi, 15 niveaux de magie, si en réalité la plupart du temps on va jouer des personnages qui en représentent niveau 3, c'est déjà pas mal, ça représente déjà des gens en fin de carrière, quoi. C'est vrai que de ce côté-là, en plus, le jeu a un biais énorme. Alors, pour reposer un petit peu le contexte, on parle d'un jeu de rôle qui est adapté de l'adaptation en jeu vidéo. Donc déjà, rien que ça, il passe après le jeu vidéo, mais surtout, il en reprend entièrement les codes, aussi bien visuels que tout ce qui a été posé par la narration apportée par le jeu vidéo. Et il essaye de se caler un petit peu dans ce contexte, alors que pendant ce temps-là, Netflix essaye de réadapter ça en série. Donc les deux cohabitent dans 2 formes d'adaptation complètement différentes. Et c'est vrai que le jeu de rôle de ce côté-là, au niveau du système, a bien loupé le coche, parce que en fait, il a essayé d'adapter, on va dire, toute la pluralité de ce qu'avait apporté le jeu vidéo, mais sur un jeu de rôle papier, et il l'a fait un peu de façon brute de décoffrage, ce qui est un gros souci, parce que quand vous êtes sur ordinateur, globalement, dès que vous avez des calculs de statistiques à faire, c'est votre ordi qui s'en charge, ce qui est vachement confortable. Le problème, c'est que d'un seul coup, si le tableur Excel, c'est vous qui devez le calculer, ça devient beaucoup moins agréable à jouer. Et c'est vrai que The Witcher, l'adaptation jeu de rôle, souffre d'un énorme défaut de ce côté-là, c'est qu'en fait, il veut être tellement simulationniste sur tellement de choses, y compris des choses qui sont très secondaires et qui n'ont pas forcément d'intérêt, qu'on se retrouve vite croulant sous des statistiques et des mécaniques de jeu parfaitement optionnelles qui ne font absolument pas avancer le jeu. On a effectivement un système incroyablement complet pour la magie, et on a un système tout aussi complet pour la fabrication d'objets. D'accord. Voilà. D'où la construction de chaises. Voilà, exactement. Quel enfer. C'est de ce côté-là, le jeu essaye de plaire à tout le monde et finalement n'arrive à plaire pas à grand monde en tout cas. Et en termes de réalité sur la table, j'avoue que c'est un système où je me suis amusé à compter dans un combat, par exemple, parce que c'est quand même un univers où ça se bagarre beaucoup, on va pas se mentir. Dans un combat, concrètement, même en ratant votre action la plus simple en combat, si vous respectez les règles, vous en avez pour à minima 3 jets de dés successifs pour foirer votre action. Si vous la réussissez, vous allez montrer à 4 ou 5 jets de dés, parce que vous allez localiser les dégâts, tout ça, machin, etc. Donc là, on va rentrer vraiment dans un jeu qui a une lourdeur qui fait qu'un combat peut durer absolument une éternité, voire une partie entière juste dédiée à une phase de combat qui en
dans la narration ne dure en fait que quelques minutes, voire quelques secondes. Qui plus est, le système est extrêmement létal, donc vous avez de fortes chances de vous faire trucider au milieu de l'action sur un mauvais jet de dés. Donc ouais, le jeu est très très compliqué de ce côté-là, et en fait a oublié de faire finalement ce que d'autres adaptations ont fait, c'est-à-dire que plutôt que de se concentrer sur adapter, j'ai envie de dire de façon littérale le matériau de base, qui là en l'occurrence est déjà une adaptation, puisqu'il adapte le jeu vidéo qui est une adaptation du roman, en fait il a oublié d'adapter l'univers à proprement parler, qui était finalement la force de la saga du sorceleur. C'est vraiment cet univers-là où on n'a pas forcément envie de poursuivre l'histoire déjà faite par les romans, déjà poursuivie par les jeux vidéo de Geralt et consorts, mais au contraire de créer des nouveaux personnages qui vont avoir un impact dans ce grand univers-là, comme l'Anneau Unique a su le faire. Et c'est vrai que c'est ce que The Witcher a complètement oublié de faire dans son adaptation. Mais ce qui est dommage, c'est que typiquement, déjà, on parlait du fait qu'il fallait... C'était mieux d'aller vers une fluidité, en fait, finalement, de l'action, parce que si vous masterisez une partie, que vous avez 4 personnes devant vous, et qu'il y en a une qui doit faire 3, 4, 5, 6 jets de dés à la suite pour pouvoir faire une action, les 3 autres vont devoir attendre leur tour pour pouvoir exprimer ce qu'elles veulent faire, qui vont vouloir justement jeter les jets de dés, etc. Et en fait, c'est long et c'est fastidieux. Et en plus, ça dessert complètement l'imaginaire de l'univers du sorceleur, dans le sens où on sait très bien que justement les sorceleurs sont des mutants qui ont des réflexes excessivement rapides, qui sont, enfin je veux dire, c'est un sorceleur qui dégaine son épée et qui coupe devant lui, c'est quelques microsecondes quoi. Donc c'est effectivement de lancer des brouettes justement de dés pour une action qui est censée être en fait excessivement rapide et invisible à l'œil humain normal, on va dire, et non pas d'un sorceleur. Il y a déjà une incohérence qui est énorme en fait, justement, entre le système et l'univers, quoi. Le jeu perd effectivement beaucoup de l'intensité en fait des combats, de la rapidité, tout ça. Juste à cause de cette lourdeur, c'est assez contre-intuitif là-dessus. Et qu'en plus de ça, on est sur le jeu de rôle de la narration collaborative, où justement il y a cette idée de si c'est moi qui joue le rôle du conteur et que vous interagissez, je vais potentiellement simplement moi localiser les dégâts. Si vous visez juste, vous visez là où vous voulez. Exactement. Mais potentiellement, si vous visez, si vous ratez un petit peu votre jet, autant au lieu de taper, je sais pas moi, le crâne de la créature, vous allez taper son torse. Bon, c'est pas la fin du monde. Ou vous allez rater complètement votre coup d'épée. Par contre, la différence aussi, c'est que dans la série, notamment Netflix, on voit le côté, le Witcher, il est appelé pour affronter une espèce de monstre. C'est des contrats, oui. C'est des contrats simples, d'autant plus qu'il peut deviner très vite ce que c'est avec son expérience. Donc, il y a tout un épisode sur la Strige, il me semble. Voilà, c'est ça. Voilà, il la fille du roi Foltest, si je dis pas de bêtises. Qui du coup est maudite. C'est une malédiction. Oui, née d'un inceste, je crois en fait. C'est pour ça, et donc elle est devenue une Strige effectivement. Donc c'est très particulier. Et en fait, ironiquement, il y a en réalité du travail d'enquête de la part de Geralt. En fait, c'est que au-delà de deviner, il déduit justement en disant il y a telle marque de griffe. Le corps, par exemple, a été dévoré ou juste au contraire griffé, etc. Tout ça, il n'y a pas de trace de morsure. Et c'est là, en fait, où lui va se dire, ça devrait être telle créature plutôt qu'une autre, et ainsi de suite. Donc, il y a du travail d'enquête, finalement, ironiquement, dans The Witcher, qu'on a tendance à oublier, parce que lui, c'est son métier, justement, de pouvoir, parce que il ne traque pas les monstres n'importe comment, il adapte. Par exemple, s'il doit partir à la poursuite d'un vampire ou d'un noyeur, c'est absolument pas la même tactique que lui va prendre. Donc si ça passe complètement à l'as, voilà, ce que tu disais Thibaut, c'est que l'Anneau Unique, ça s'adresse à des gens qui n'ont pas réussi par exemple à lire donc les romans de Tolkien. Là, The Witcher, j'ai même pas envie de dire, non, lisez les bouquins en fait finalement, ou jouez aux jeux vidéo, parce que si vous y arrivez pas, vous n'allez pas plus arriver avec le JDR, quoi. Vous remarquerez que Salomé ne dit pas regardez la série. Non. Les bouquins ou le jeu vidéo, hein, non. Il y a un choix fermé. Oui, j'avoue. Disons qu'après le jeu vidéo, finalement, les deux autres adaptations, le jeu de rôle et la série, se sont
pas mal planté, alors pour des raisons différentes. Mais... tout à fait. Et alors, ironiquement, je rebondis sur ce que tu disais sur l'enquête. Le jeu de rôle a essayé, dans une extension, d'apporter justement la part belle à l'enquête. Mais là encore, en fait, la lourdeur de son système le rend complètement contre-productif, en fait, vis-à-vis de ce qu'il essaye de faire. Moi, c'est un univers que j'affectionne beaucoup et que j'ai masterisé, du coup, sur des systèmes non officiels, adaptés ou faits à la main. Et où du coup on arrivait à retrouver de la fluidité et surtout on allait explorer les parties intéressantes de l'univers, donc où on allait pouvoir mener l'enquête, faire de la chasse aux monstres, jouer des sorceleurs en devenir, de jeunes sorceleurs par exemple, ce genre de choses. Et c'est un univers qui marche très bien, donc c'est pas l'univers qui est problématique, c'est vraiment l'adaptation, comme on dit dans le jeu vidéo, il n'y a pas de mauvaises idées, il y a souvent des mauvaises implémentations, et c'est vrai que là pour le jeu de rôle The Witcher, malheureusement c'est un cas d'une adaptation qui a oublier vraiment ce qu'il essayait d'adapter dans son matériau de base, et c'est très dommage parce que, encore une fois, l'univers, oui, si vous aimez bien la fantasy à la fois épique et sombre, l'univers de The Witcher est un univers tout à fait sympa à connaître. Ouais, tout à fait, ça marche très bien. En plus, il y a, visuellement, on a beaucoup de choses sur lesquelles s'appuyer, et on peut avoir effectivement des scénarios entiers qui peuvent tourner autour d'un village qui perd ses habitants un par un, mais on ne sait pas à cause de quoi, et on a toute cette partie assez intéressante au niveau de la traque, ou la partie politique qu'on a au niveau des mages. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et effectivement, il y a d'autres adaptations qui vont poser pas mal de questions vis-à-vis de la possibilité qui va être donnée en fait aux personnes joueuses, mais aussi comment est-ce que finalement en tant que conteur ou conteuse on nous fait rentrer dans cet univers, parce que quand vous lisez le bouquin de règles, c'est vous qui d'abord rentrez dans l'univers pour ensuite pouvoir faire rentrer les autres dedans. En termes de jeux de rôle adaptés, au fond des océans, ça se passe pas souvent très bien. Alors, BioShock se passe pas bien. Ça se passerait pas très très bien non plus. Mais là, au moins, t'as une ville. C'est-à-dire que c'est pas une chose qui t'attend comme dans l'appel de Cthulhu. Ça dépend. Si tu parles de la ville de Cthulhu dont je R'lyeh. Ouais. C'est compliqué, effectivement, puisque c'est Lovecraft qui, globalement dans les années 20, nous sort l'appel de Cthulhu, nous sort quelques nouvelles qui sont complètement horrifiques. Lui-même étant horrifié de l'humanité, puisque on va dire qu'il est légèrement misanthrope. Il est horrifié de tout. Oui, des profondeurs de l'océan, de l'espace, des gens. Ouais. Je pense que le mec sortait quasiment jamais de chez lui en fait. Ça doit être compliqué quand tu te dis que Lovecraft avait sorti, alors j'ai pas la citation exacte, mais globalement c'était que le plus gros cadeau de l'humanité, c'était son incapacité en fait à relier les connaissances entre elles. C'était son ignorance finalement. Oui, son ignorance était sa plus grande vertu, puisque la réalité, réaliser justement la connaissance, c'était une horreur pour lui. C'est ça. La connaissance ne pouvait conduire que à l'horreur indicible. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Et donc l'appel de Cthulhu a énormément marqué un pan en fait de l'écriture fantastique. Oui. Alors c'est pas la seule évidemment, hein. On en parlera dans d'autres émissions. Il y a d'autres auteurs autrices qui ont impacté la sphère du jeu d'une façon large, mais c'est vrai que Lovecraft a donné en fait l'horreur lovecraftienne avec ces espèces de monstres indicibles tapis dans l'ombre, et a donné en fait un jeu de rôle qui s'appelle l'appel de Cthulhu, du même nom que la nouvelle. C'est par ça que personnellement j'ai commencé à masteriser quand j'étais au collège, puisque j'ai un grand frère de 9 ans de plus, donc il m'a filé la 2e édition de l'appel de Cthulhu en me disant tiens, ça va être sympa. Heureusement qu'il t'a pas donné une Necronomicon. Ouais, heureusement, ouais. Et effectivement, au collège, ça aurait été pas mal. un jeu qui vous permet de jouer soit dans l'ambiance de la momie, finalement, soit dans l'ambiance de la 9e porte, pour les personnes qui ont vu ce film, avec Johnny Depp, soit effectivement vraiment sur le côté horreur Lovecraftienne, où là c'est Horizon, c'est lequel? Event Horizon. Event Horizon. Vraiment l'horreur cosmique. Voilà, l'horreur cosmique, où là pour le coup c'est mort. C'est très particulier. On peut dire quand même que ça a eu un petit succès, l'appel de Cthulhu. L'appel de Cthulhu à l'heure actuelle, oui, on est à la 7e édition déjà qui commence à prendre un peu de l'âge, donc bientôt la 8e très officielle, j'ai envie de dire, et c'est même
sans compter les adaptations secondaires, hein, parce que l'Appel de Cthulhu, c'est une franchise adaptée de Lovecraft, dans le jeu de rôle, j'entends, mais en plus de ça, il y en a d'autres au sein du jeu de rôle. Je pense que Lovecraft est un des auteurs littéraires les plus adaptés en jeu de rôle à l'heure actuelle, si ce n'est le plus adapté. Probablement, oui. Et en dehors de la licence très connue de l'Appel de Cthulhu, il y a d'autres adaptations très qualitatives sur tout le panthéon Lovecraftien et toute la mythologie qu'a créé Lovecraft et les autres auteurs contemporains de Lovecraft. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est aussi une œuvre commune. Ouais. Je pense entre autres au chant de Tyndalos que tu as pu essayer, Salomé. Je pense que tu peux nous en dire quelques mots parce que c'est assez sympa. Ça avait été une très belle découverte justement puisque donc c'est un jeu de rôle qui a été récemment. Je crois pas qu'il a encore été publié. Je crois pas que encore publié. Voilà, c'est ça. Il est en cours de publication. Il a fini son financement. Exactement, il a fini son financement. Donc j'ai eu la chance de pouvoir essayer le jeu donc fin septembre je crois pour justement non c'était en octobre pardon. C'était fin septembre. Ok. Fin septembre. Alors j'ai rien dit. C'était fin septembre voilà justement où un des auteurs donc avait pu masteriser une table où effectivement alors on n'aborde pas Cthulhu, on n'aborde pas les noms vraiment créés par Lovecraft, mais par contre on a effectivement un équivalent, donc ça s'appelle les chants de Tyndalos. Et on est exposé donc au même danger face à des créatures qui viennent visiblement de l'espace et qui sont donc tellement monstrueuses que on en devient fou en fait en les rencontrant. Voilà, donc on est confronté à des phénomènes aussi paranormaux étranges. Le scénario que j'avais pu jouer faisait vaguement penser notamment. C'est une adaptation très libre et éloignée, mais de la couleur tombée du ciel, par exemple. Donc, où on arrive justement sur une espèce d'endroit et on voit une espèce de couleur pulsée très étrange, une couleur qu'on ne connaît pas, et on doit mener l'enquête, enfin, si on est vraiment motivé à le faire, mais bon, comme on peut pas fuir, on n'a pas d'autres possibilités de toute façon. Donc, et effectivement, voilà, on va être amené donc à rencontrer donc des monstres. Qu'on n'avait jamais rencontré. D'ailleurs, le système de jeu est très très intéressant puisque en termes de malus, on est face donc un peu à un système de cartes, mais avec 3 degrés différents en fait. Donc on a les malus niveau 1, les malus niveau 2, les malus niveau 3. Et donc, bien évidemment, plus on va aller vers le 3e niveau et plus le malus va être violent, on va dire, pour le personnage. En fait, c'est que dès qu'on fait un échec critique, le MJ donc, nous fait tirer une carte. Et eux, de lire la carte, il faut qu'on se comporte comment le personnage nous dit, par exemple, de nous comporter. Par exemple, je sais pas, la carte tirée, en tout cas niveau 1, nous dit vous avez une crise de larmes incontrôlée. On range la carte et tout de suite on se met à faire comme si on pleurait d'un coup. Voilà, c'est de façon incontrôlée. Il y a un système de gage et de mime. Exactement. Moi, il y en avait un particulièrement que j'avais bien aimé en fait. Dans le 2, il fallait que je me mette à gueuler que c'était la fin du monde, que c'était la catastrophe et tout. Donc j'avais lu la carte, j'avais posé et là j'ai regardé tout le monde et j'ai fait non mais en fait c'est la fin du monde quoi. Ça y est, c'est mort, on va tous crever, c'est la fin du monde. Donc et c'est vrai que c'est vraiment pas mal parce que ça, on parlait justement du système punitif des fois de certains fumbles. Là, ça donne une interaction supplémentaire finalement. Ouais. Donc, l'échec nourrit la exactement. C'est pour le coup, c'est vrai que ça fait beaucoup penser au Demeure de l'épouvante, qui est aussi une adaptation du coup des écrits de Lovecraft. Tout à fait. Où quand on perd tous nos points de santé mentale pour la première fois, on a notre personnage, c'est du collaboratif, on a un scénario qui est joué par le téléphone et donc là pour le coup c'est du jeu de société et effectivement on pioche une carte folie qui va nous dire globalement si notre personnage maintient son objectif de gagner avec les autres ou maintient son objectif mais avec quelque chose de particulier, notamment potentiellement devenir kleptomane ou agoraphobe, donc on veut s'éloigner absolument des autres personnes joueuses ou d'aller sur de la folie plus problématique comme devenir un cultiste absolu. C'est ça. Et trahir ses camarades. Et trahir ses camarades comme j'ai eu sur une partie d'un pauvre joueur qui à un moment donné demandait juste quelque chose pour pouvoir se défendre. On lui a donné une dague et il se trouve que c'était une dague rituelle et en fait sa carte marquait qu'il fallait qu'il sacrifie quelqu'un avec un objet tranchant.
Alors que, et plutôt dans la partie, il était pas fou au moment où on lui a donné cette dague, et c'était extrêmement thématique. Les champs de Tindalos, effectivement, on est toujours sur un financement participatif en cours, et on est sur un truc à plus de 1000% de financé. Oui, il y a un franc succès. Franc succès. En plus, ça fait appel aux chiens de Tindalos, qui sont des créatures qui sont terrifiantes parce qu'elles se déplacent à travers l'espace et le temps, sans respecter les lois de la physique. C'est en plus de ça. C'est quand elles se déplacent. Ils vous traqueront, peu importe où, peu importe quand. C'est ça. C'est très 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 particulier. Donc effectivement, on a des jeux de rôle qui sont assez complets. Il y en a d'autres qui sont à venir. On aura l'opportunité, par exemple, de discuter de l'adaptation du jeu vidéo Sea of Thieves, qui est à monde ouvert, coopératif, mais il y a aussi d'autres équipages. Oui, donc c'est des pirates, coopération pirate. C'est compliqué. Ça dépend. Hein. Et avec des systèmes où en termes de matériel, ça fait appel à des jetons, des dés, des cartes. Donc il va falloir aussi décortiquer tout ça pour voir à quel point ils arrivent, notamment que le jeu vidéo évolue en termes de saison, en apportant des nouvelles mécaniques. Comment le jeu de rôle, lui, va s'adapter et va pouvoir suivre en fait l'évolution de son grand frère. Ce sera pour une autre discussion, je pense, assez intéressante à suivre. Donc, effectivement. En tout cas, merci beaucoup Salomé et merci beaucoup Thibaut. Merci à toi. Et puis, on aura l'occasion de discuter très bientôt. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.